Cette leçon sera consacrée à la revue des différents plans d'expérience qui existent, à l'analyse graphique, voir à chaque fois à quoi servent, quel plan sert à quoi, qu'est-ce qu'on peut faire avec et qu'est-ce qu'il montre. Donc voilà, ça c'est le but de cette leçon. Donc la première chose à dire concernant l'analyse des plans expérimentaux, c'est que tous les plans expérimentaux qu'on va voir se basent sur un concept très simple mais fondamental, c'est la variabilité comportementale. Donc la variabilité comportementale, c'est le fait que les comportements, même s'ils font partie de la même classe de réponses comme sauter, manger, s'habiller, il va y avoir une différence de force, de vitesse, de durée à chaque réponse de cette même classe de réponses. À chaque fois que je saute pas exactement de la même façon. À chaque fois que je m'habille pas exactement de la même façon. Il y a une variabilité dans ces comportements qui peut être due à différentes variables et ces variables peuvent être classées en deux sources différentes. La première source de variabilité, c'est ce qu'on appellerait une source interne ou intrinsèque, c'est-à-dire que la variabilité, elle vient des comportements, elle vient de l'organisme en lui-même, c'est-à-dire soit bah, j'ai pas envie donc je le fais pas ou je le fais moins vite, soit j'ai pas les structures cognitives pour ou j'ai pas la concentration pour, soit voilà, donc ça peut venir de différentes sources différentes, mais en tout cas elle vient de l'intérieur de l'organisme d'une manière ou d'une autre. L'autre type de source, c'est une variable, une source externe ou extrinsèque, où là on considère que la variabilité, elle provient de l'environnement. Donc l'environnement, ça peut être l'environnement à l'intérieur du corps, mais ça peut être surtout l'environnement externe, physique, social, qui fait que il y a certaines variations dans cet environnement qui font que nos performances sont différentes à ce moment-là. Donc on peut considérer les deux sources de variation. Le seul problème que ça nous pose en termes d'analyse du comportement, c'est que si on considère que la variabilité comportementale est intrinsèque, c'est-à-dire qu'elle vient soit de sources cognitives, soit de sources du libre arbitre, soit de l'envie de la personne, ben le problème c'est que ça, on va pas vraiment pouvoir le manipuler. Donc nous, ce qu'on essaye de faire pour garder une performance le plus constante possible, c'est essayer de réduire les variables qui font que cette performance peuvent varier au cours du temps. Donc juste une petite parenthèse philosophique à propos du libre arbitre et du déterminisme qui nous concerne ici. Euh, Skinner, dans Par-delà la liberté et la dignité, ce qu'il disait, c'est que finalement, le libre arbitre, on pourrait considérer qu'il n'existe pas et que tout ce que la personne fait dépend de son environnement. Et les seuls moments où on peut dire qu'on a une espèce de libre arbitre, c'est que c'est bien souvent, on ne sait pas forcément nous-mêmes ce qui maintient notre comportement ou ce qui le génère dans tel ou tel environnement. Donc c'est juste une question de présence, enfin de visibilité finalement de la variable qui maintient ou qui génère notre comportement. Alors, même au niveau de la variabilité extrinsèque, celle que nous on va garder en tant qu'analyse du comportement, il y a trois niveaux possibles. Donc, il y a un niveau qui est inter-réponse, donc d'une réponse à l'autre, on va avoir une différence en termes de magnitude, de force, de durée, de vitesse. Donc ça, il l'a mis en évidence Skinner avec son enregistreur cumulatif, hein, qui était très sensible finalement aux réponses du rat ou du pigeon. On va avoir une variabilité intersession, donc ça c'est celle que nous on va utiliser le plus souvent en ABA, c'est-à-dire qu'entre chaque jour ou entre la séance du matin et la séance de l'après-midi ou entre chaque session, on va avoir une variabilité entre les réponses. Et enfin, une variabilité intercondition, celle qui va nous permettre d'analyser si notre traitement, notre variable est efficace ou non. Donc, chacun des plans expérimentaux que nous allons voir va être basé sur un de ces trois niveaux de variabilité. Donc, la première fonction de la variabilité comportementale, c'est que on va chercher des variables qui font que le comportement est variable ou qui maintiennent le comportement. Ou à l'inverse, on a des comportements qui semblent résister au changement, et auquel cas, l'étude de la variabilité comportementale va nous donner des indices sur pourquoi il y a cette résistance au changement.
La deuxième fonction d'étudier la variabilité comportementale, c'est que ça permet d'affiner les procédures, les outils de mesure, contrôler les variables parasites, effectivement, notamment quand on va faire l'analyse graphique. Si vous voyez qu'il y a vraiment une différence entre la ligne de base et votre traitement, mais que au niveau de votre traitement, d'un jour à l'autre, c'est très variable, on peut pas vraiment considérer qu'il y a un effet de notre traitement, et donc il va falloir qu'on affine nos procédures pour trouver vraiment les variables qui contrôlent ces changements dans le comportement. Donc ça va nous le mettre en évidence. Et la troisième fonction de la variabilité, bah, c'est qu'effectivement, on va pouvoir faire une comparaison. On va pouvoir interpréter les données, on va pouvoir faire une comparaison entre avant-après, par exemple, ou d'un individu à l'autre, ou voilà. Mais en tout cas, on va pouvoir faire une comparaison. Et elle peut être souhaitée par nous, quand c'est nous qui mettons en place une variable, ou elle peut être indésirable. Auquel cas, il faut qu'on essaie de trouver les variables externes non contrôlées qui font générer cette variabilité non souhaitée. Donc, le terme ici à retenir, c'est l'idée de variable indépendante. Donc, on va appeler une VI. La variable indépendante, c'est celle que nous, on met en place. C'est celle que l'expérimentateur met en place. Donc, bien souvent, ça va être notre traitement. Et là, en fait, c'est l'idée que si on implémente notre variable, on doit avoir un changement au niveau comportemental. Soit en plus, soit en moins. C'est-à-dire que soit on veut faire baisser un comportement, soit on veut le faire augmenter. Mais en tout cas, on doit pouvoir analyser l'effet de cette variable indépendante sur le comportement. Donc ici, vu que c'est nous qui voulons modifier ce comportement, la variabilité doit être maximale, soit vers le haut, soit vers le bas. Mais en tout cas, on veut avoir un effet très fort de notre variable indépendante sur la variable dépendante, le comportement. À l'inverse, tout ce qui est variabilité comportementale qui est générée par des variables externes, ben on veut qu'elle soit minimale forcément, et on a deux possibilités pour ça. Soit on est capable d'identifier ces variables externes et on peut les supprimer, si c'est du bruit, si c'est la présence d'une personne particulière, si c'est un contexte d'instruction particulier, on peut changer ces variables-là. Si on ne peut pas modifier ces variables-là, par exemple la température, voilà, des variables sur lesquelles on ne peut pas avoir de contrôle de manière concrète, bah, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de les maintenir constantes dans toutes les conditions. C'est-à-dire que la température, si elle a vraiment un effet indésirable sur le comportement au-delà de notre traitement à nous, bah, on va essayer de mettre en place le traitement à la même température, dans une pièce où il y a la même température que en la ligne de base. Au moins, comme ça, on sait que si c'est en ligne de base et en traitement, il y a la même température, même s'il y a un effet externe de cette température, on va la maintenir constante dans les deux cas et on va quand même pouvoir faire cette comparaison qu'on souhaite faire. Il peut y avoir plusieurs sources de variables externes, variables parasites. Il peut y avoir des variables de stress, l'histoire de renforcement auquel on n'a pas toujours forcément accès. Ça, c'est le cas, par exemple, avec des jeunes qu'on récupère de structures où il y a eu voilà, des comportements soit malveillants envers eux, soit un entraînement qui a été mal fait pour les demandes. Et du coup, ça fait qu'on récupère des étudiants qui ont acquis des comportements pendant des années qui interfèrent avec notre traitement actuel, soit des variables liées directement à la configuration spatiale de l'environnement en lui-même, des bruits, des températures, des lumières, voilà, soit des variables qui peuvent être liées à nos variables en elles-mêmes, c'est-à-dire les renforçateurs utilisés, les instructions qu'on utilise, le matériel qu'on utilise. Donc ça peut avoir des effets parasites sur le comportement qu'on souhaite modifier, même si au départ on n'y a pas forcément pensé. Et puis évidemment, tout ce qui est changement hormonal, tout ce qui est facteurs biologiques, maladies, puberté, etc., forcément, ça peut avoir. Et puis, ce qu'on rencontre le plus souvent dans notre pratique, tout ce qui va être traitement médicamenteux auquel on n'a pas forcément accès, voilà. Ça, forcément, ce sont des variables parasites qu'on veut éliminer. D'ailleurs, le fait d'avoir accès à des traitements médicamenteux, c'est
très important de, de pouvoir demander à l'entourage, aux parents, au personnel soignant, si la personne est sous traitement ou non, de nous signaler à quel moment on change le dosage, par exemple, à quel moment on fait une fenêtre thérapeutique pour savoir si nous, quand on constate un changement comportemental, s'il peut y avoir un effet de cette variable en plus. Et donc ça, c'est forcément très important. Donc le pire pour nous, en tout cas dans le cas de la prise en charge de l'autisme qui puisse arriver, c'est, et malheureusement c'est ce qui arrive assez fréquemment, un jeune ou un enfant, un étudiant, chez qui les parents essayent différents traitements médicamenteux ou différents régimes alimentaires, mettent une semaine sur l'autre qui change, sans nous le dire, ah bah oui, mais nous à la maison on fait comme ça et pas comme ça, et ainsi de suite. Et en fait, on a une variabilité comportementale hyper importante et on n'en connaît pas forcément la source. Ça, c'est ce qui arrive le plus souvent. Donc, il faut essayer au maximum de récupérer toutes ces informations dans la mesure du possible pour neutraliser cette source de variabilité indésirable. Et puis, on peut avoir une source de variabilité qui est due à la mesure en elle-même. C'est-à-dire que forcément le fait d'être observé, le fait d'avoir un comportement qui est mesuré, peut induire un biais par rapport au comportement à lui-même. C'est-à-dire que effectivement le fait d'utiliser des outils de mesure ou le fait d'avoir une définition comportementale pas forcément claire, donc ça je vous renvoie à la vidéo sur la mesure du comportement et les obstacles qu'on peut retrouver face à cette mesure fiable, peut avoir un effet forcément sur la source de variabilité. Imaginons, cas tout à fait concret, deux personnes qui travaillent avec le même enfant, un jour A, l'autre jour B, et on constate une variabilité hyper importante, et en fait on se rend compte au bout d'un moment que les deux personnes ne mesuraient pas la même chose, et forcément bah, ça a un effet sur ce qu'on va avoir sur le graphique, alors que si ça se trouve, le comportement réel de la personne, il n'est pas différent. Donc, pour ça, on va créer comment dire, des designs, des plans d'expérience qui vont essayer de neutraliser aussi cet effet euh, de variabilité indésirable. Donc, je vais vous présenter donc, les trois types de plans expérimentaux qui existent. Indépendamment de l'ABA, c'est-à-dire que par exemple le design intergroupe, nous on va très rarement, voire jamais, l'utiliser en ABA. Nous, ce qu'on va toujours utiliser, c'est un plan AK unique, où le sujet est son propre comparatif. Donc, on va comparer la performance d'un sujet avec lui-même, sauf dans un cas bien particulier qu'on verra plus tard. Et puis essayer de neutraliser cet effet de séquence qu'on peut avoir effectivement quand on met en place un traitement. Il y a parfois des moments où on va avoir un effet de ce qui s'est passé dans la phase précédente sur la phase suivante. Donc ça, c'est des plans qu'on va essayer de neutraliser aussi. Donc effectivement, en ABA, nous on va toujours utiliser un plan intra-sujet. Donc le sujet il sert de son propre groupe contrôle en fait, à son propre comportement, et on fait une comparaison avant-après. Nous, on n'utilise jamais les groupes, les plans de groupe pour comparaison. Ce qu'on peut nous reprocher parfois, notamment quand on parle de l'efficacité de la BA, on n'a jamais comparé vraiment deux groupes contrôle avec des groupes n'ayant jamais eu d'ABA. Il y a très peu d'études là-dessus, mais tout simplement parce que pour nous, le fait d'utiliser des plans de groupe, notamment en passant par le côté moyenne, ça va forcément gommer toute l'individualité de ce qu'on veut voir, nous, en ABA, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de comparaison pour montrer l'efficacité sur un groupe, on fait une comparaison du sujet par rapport à lui-même, parce que c'est ça qui nous intéresse. On essaye de rester au maximum individuel. C'est une des caractéristiques de l'ABA. Donc c'est non seulement, comment dire, pas gênant pour nous, mais c'est même souhaitable de ne pas utiliser des comparaisons de groupe. Et effectivement, on peut avoir des effets de séquences qui peuvent apparaître et qui peuvent nous embêter un peu. Donc on va essayer de neutraliser ces effets de séquence. C'est pas toujours indésirable, mais ça peut l'être.
Donc effectivement, on verra ça notamment dans le cas de l'analyse fonctionnelle expérimentale quand je vous parlerai un peu plus tard dans cette vidéo des Alternating Treatment Design, où effectivement on va avoir à un moment donné une notion d'apprentissage que là on ne souhaite pas. Donc ça on le reverra quand on verra les Alternating Treatment Design. Donc l'idée de base, quand on parle de phase dans un plan expérimental, c'est que avant de faire intervenir un changement, de faire intervenir un traitement, une variable, on doit faire une ligne de base pour comparer avant-après. Et cette ligne de base, qu'on appelle stable. Si vous avez déjà une ligne de base qui est trop variable, vous n'allez absolument pas pouvoir faire de comparaison par rapport à cette ligne de base. Donc c'est pour ça que quand vous entendez, quand on fait une ligne de base, on doit faire 3 points minimum. En réalité, il n'y a pas de règle par rapport au nombre de points en ligne de base. Ce dont il faut s'assurer, c'est que la ligne de base ça soit stable avant de mettre le traitement en place. Donc un état stable, c'est un pattern de réponse où la variabilité est minimale pendant un certain temps. Donc effectivement, on fait minimum 3 points, et si on peut s'arrêter à 3 points, c'est le mieux. Pourquoi pas 2? Parce qu'effectivement, avec 2 points, on ne peut pas avoir une variabilité, on ne peut pas avoir un état stable ou une variabilité. Avec 3, on peut. Donc minimum 3, et si on peut s'arrêter à 3, tant mieux si on a une stabilité directement, mais parfois, il peut arriver qu'on fasse durer une ligne de base plus longtemps que 3 points pour atteindre cet état de stabilité avant de mettre en place le traitement. La seule contre-indication à attendre longtemps un état stable avant de mettre en place un traitement, c'est dans le cas de comportements de problèmes très importants, comme des agressions, des auto-agressions, des destructions de matériel très importants, voire dangereux, auquel cas, bien entendu, on ne va pas attendre 6 jours, 10 jours d'avoir un truc stable pour mettre en place le traitement. C'est la seule contre-indication à attendre un état stable. À l'inverse, 6 mois de ligne de base, c'est beaucoup trop long. En 6 mois, on est d'accord qu'on doit avoir une stabilité qui est atteinte bien avant ça. Si vous faites une ligne de base et que vous comptez mettre un traitement en place, faire une ligne de base pour faire une ligne de base, ou quand je vais dans des structures où ça fait des mois et des mois qui prennent des données sans intervention sur des morsures, des crachats, des troubles du comportement, et que ça fait juste, on a 6 mois de ligne de base, c'est complètement inutile. Il faut aller à l'économie quand on est dans l'intervention, voilà. Ligne de base pour une ligne de base, ça a pour but de comparer avec un traitement. Si vous ne comptez pas faire de traitement tout de suite, la ligne de base ne sert strictement à rien. Vos données, voilà, c'est intéressant d'avoir des données sur le long terme, mais voilà, le but c'est de faire un traitement derrière. Donc, pourquoi on veut un état stable? C'est pour pouvoir comparer, encore une fois, qu'il n'y ait pas de biais entre la définition comportementale, la mesure, l'observation, etc. Ce qui est surtout important ici, c'est le terme contrôle. Effectivement, ce qu'on veut voir apparaître quand on va faire, dans tous les plans expérimentaux qu'on va voir, c'est mettre en évidence le contrôle d'une variable qu'on manipule sur la variable qu'on mesure. Ce qu'on veut voir apparaître, c'est ce contrôle, cette idée de quand je mets ma variable, ça fait changer le comportement, quand j'enlève, le comportement il rechange, et ainsi de suite. Il faut qu'on puisse comparer entre les conditions. Alors, comment on identifie un état stable sur un graphique? D'abord, on va regarder la tendance. Est-ce que ça monte, est-ce que ça reste constant, ou est-ce que ça descend? Et puis, son amplitude. C'est-à-dire qu'effectivement, est-ce qu'on va avoir des grands pics et des grands creux, ou est-ce que ça va rester relativement constant au fur et à mesure du temps? Donc voilà, ça ce sont les deux dimensions qu'on peut regarder sur un comportement, sur un graphique, pour voir si on a un état stable ou non. Comment on peut faire pour avoir un état stable si on l'a pas au début? La première chose qu'on peut faire, c'est augmenter la durée d'observation. Plus on va attendre longtemps en ligne de base, et plus on risque d'avoir un pattern de réponse stable au fur et à mesure du temps. Et puis, d'essayer d'identifier au maximum les variables parasites. Ça, ce sont les deux seules façons d'obtenir un état stable en ligne de base avant de passer en traitement. Ensuite, une fois qu'on a des états stables, on peut avoir des transitions.
forcément, pour passer d'un comportement qui est émis 80% du temps à un comportement qui est émis à 10% du temps, on va avoir cet état de transition. Il y en a 4 types. Donc, voilà les types. Donc là où vous voyez qu'on aurait par exemple une ligne de base ici assez élevée, admettons, et qu'on veut diminuer ce comportement, ici l'état de transition il est ici. Donc on a bien cette variabilité comportementale qui serait due à l'introduction d'une variable ici, d'un traitement, d'un DRO, d'une punition, de l'extinction, ce que vous voulez, et qui ferait diminuer le comportement ici. Okay. On a un autre type de transition où beaucoup plus modéré en fait, où la pente est beaucoup plus modérée, et on aurait donc tout ce que je vous montre là, vous pouvez l'imaginer de la même façon en montant, hein, c'est exactement la même chose. Donc vous auriez une pente beaucoup plus douce dans la transition ici. On pourrait avoir cet autre type de transition où l'état de ligne de base dure encore. Il y a un effet d'apprentissage par rapport à la ligne de base qui durerait encore plus longtemps et la transition ne se ferait pas directement à l'introduction de la variable, mais un petit peu après. On pourrait considérer que ce passage-là, ce serait une étape plus longue d'apprentissage avant que le traitement ne fonctionne. Et enfin, le type de transition qu'on pourrait avoir, ça se retrouverait typiquement dans un cas où on implémenterait l'extinction par exemple, où on aurait une augmentation momentanée du comportement après introduction de la variable expérimentale, avant d'avoir cette fameuse baisse, et dans le cas de l'extinction, arriver jusqu'à 0. Donc voilà les 4 types de transitions que vous pouvez observer, sachant qu'encore une fois, vous pouvez observer exactement la même chose avec une ligne de base basse et des comportements qui augmentent. Okay. Donc quand on parle de design expérimentaux, de plans expérimentaux, il y a des mots-clés à retenir, à savoir. Donc ligne de base, on en a déjà parlé, c'est l'état du comportement sans notre intervention. La condition expérimentale ou le traitement ou l'intervention, donc ça aussi on reverra comment placer ça dans nos graphiques dans la petite vidéo tutoriel sur Excel, donc vous pouvez choisir un des 3. Par convention, moi j'utilise traitement, mais intervention fait aussi bien l'affaire. Donc c'est la phase de l'expérimentation durant laquelle on va mettre en place nos variables indépendantes, c'est-à-dire les variables que nous on veut implémenter, donc en l'occurrence par exemple du renforcement, du DRO, ce que vous voulez. La variable indépendante, donc c'est ce qu'on manipule, c'est notre variable, et la variable dépendante, c'est ce qu'on mesure, donc la fréquence du comportement, la durée du comportement, le pourcentage d'intervalle, le pourcentage de réussite, ce que vous voulez. Voilà. Donc le raisonnement d'un plan expérimental, c'est le suivant, c'est de montrer que le changement de comportement, il est dû et uniquement dû à notre intervention, à notre traitement, à notre introduction de l'AVI. Donc il y a bien une relation fonctionnelle entre l'AVI et l'AVD. Donc pour chaque plan que je vais vous montrer, ils ont différentes puissances en termes de démonstration. Donc on verra lesquels sont les plus puissants et comment on peut démontrer cette relation fonctionnelle entre l'AVI et l'AVD. Alors le premier plan, celui que vous allez retrouver le plus souvent dans l'appliqué, du moins pas forcément dans la littérature, mais dans l'appliqué, c'est ce qu'on appelle un plan AB, où A est la ligne de base et B est la condition du traitement. Donc c'est exactement les types de plans que nous avons vus juste avant. Alors, ce plan AB il est très pratique puisqu'on peut faire une ligne de base très rapidement, mettre en place notre traitement et voir l'effet de l'apprentissage très rapidement. Cependant, il a deux... c'est-à-dire qu'on a un essai pour voir si c'est notre VI ou non qui fait augmenter le comportement. Et la deuxième limite, c'est que c'est possible, même si c'est très rare, mais ça peut arriver, qu'une autre variable externe intervienne au même moment que notre intervention. Imaginez que pour des stéréotypies vocales, vous décidez, après vos 3 points de ligne de base, de mettre en place un DRO, et que exactement le même jour, sans que vous le sachiez, les parents aient décidé de donner un traitement à base de neuroleptiques à votre étudiant,
et vous allez peut-être observer sur vos mesures de comportement une baisse des stéréotypies assez flagrante que vous attribuerez vous à votre DRO et que vous aurez l'explication 3 semaines plus tard ou un mois plus tard, et en fait le même jour il y a eu le traitement et du coup vous serez incapable de savoir si c'est bien votre intervention qui a fait diminuer ce comportement. Donc ça, ce sont un peu les deux limites du plan AB, sachant qu'effectivement, ce plan AB, on va l'utiliser plus pour des développements de compétences, des plans à développement de compétences que pour étudier les troubles du comportement. Donc effectivement, bien souvent, si on met en place un traitement qui vise à faire augmenter un comportement d'apprentissage adapté, ça peut suffire, puisque c'est très général, enfin c'est très rare que ce soit une autre variable qui permette d'un seul coup d'avoir un apprentissage. Certains pourraient dire oui, bah, effectivement c'est la maturation neuronale. Bon, il y a très peu de chances qu'effectivement, si c'est pile à partir du même jour que vous avez mis votre intervention en place, que la maturation neuronale, neurologique, développementale fasse apparaître un comportement qui n'avait jamais été vu auparavant. Mais c'est ce qui peut se passer, par exemple, justement, dans les traitements dits alternatifs dans l'autisme. Actuellement, à l'heure où je fais cette vidéo, j'ai vu pas mal de choses, notamment en ce qui concerne l'huile de cannabis, où effectivement, il y a des parents qui vont mettre sur les réseaux sociaux, sur Internet, mon enfant... il a pris 2 gouttes d'huile de cannabis et le lendemain il parlait, ou alors on a changé de régime et 2 jours après il parlait, ou alors on a fait de l'intégration auditive, sensorielle et 2 jours après il parlait. Donc ça, ce serait typiquement, si c'est vrai, si on avait des données dessus, ce serait typiquement le cas où on pourrait très bien avoir un effet d'une variable d'apprentissage qui soit masqué par le fait que les parents pile à ce moment-là et changer quelque chose dans la vie de l'enfant. Bon, dans notre cas, c'est quand même assez peu probable, mais c'est pas négligeable. C'est à cause de ces deux limites, on va plutôt utiliser quand on peut, et en tout cas si ce que vous trouvez dans la littérature et si on veut publier ce qu'on appelle un plan ABAB, ou que vous pourrez trouver sur le nom de Reversal. Alors ici, on va mettre en place une ligne de base et un traitement en phase B comme dans le plan AB, sauf que l'intérêt de ce plan, c'est après la première phase de traitement, on va faire un retour en ligne de base, puis après cette ligne de base, un retour en traitement. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc vous avez ici pour plusieurs individus un plan ABAB. Donc prenons, prenons cet individu là, Walter. Vous voyez qu'en ligne de base, il a des stéréotypies vocales assez élevées, entre 50% et 100% du temps selon les sessions. Et puis à la mise en place du traitement, donc, qui est un RIRD, donc Response Interruption Redirection, une baisse des stéréotypies légère, mais avec un effet tout de même, jusqu'à arriver là à 0. Quand on retourne, hop, ça remonte et en retour en traitement, ça rediminue. Donc l'idée derrière le plan ABAB, l'idée principale derrière ce plan, c'est d'avoir ces 3 phases de vérification. Donc, lorsqu'on met en place la comparaison ligne de base traitement, on postule que si on ne mettait pas en place le traitement, le comportement continuerait comme en ligne de base. Donc le premier B va nous permettre de comparer entre le niveau que serait le comportement s'il restait en ligne de base et celui qu'on met en place avec le traitement. La deuxième phase, donc quand on repasse en ligne de base, donc de B à A, on va vérifier en postulant que effectivement, si on retire ce traitement, le comportement effectivement revient à son niveau de ligne de base. Donc on vérifie bien que notre prédiction faite dans la première phase se vérifie. Et ensuite, quand on repasse de cette deuxième phase de ligne de base à cette deuxième phase de traitement, donc le deuxième AB, on réplique cette relation fonctionnelle. Donc vous voyez bien qu'au cours de ces 3 phases,
la probabilité pour que le changement de comportement soit dû à autre chose que notre variable expérimentale est très faible, puisque vous changez 3 fois. Cela voudrait dire que si vous n'avez vraiment pas de chance, que le comportement change à chaque fois que vous introduisez votre comportement grâce à une autre variable externe. Voilà, donc c'est très très peu probable. Et en fait, si on veut vraiment pousser loin, on peut faire autant de reversal qu'on veut, avec même plus de conditions, hein. On peut faire avec des AB, AC, AB, AC, AB, AC, pour vraiment vérifier que c'est bien à chaque fois qu'on change de variable que le comportement change. Donc ça, c'est tout l'intérêt du plan expérimental ABAB. Il est très puissant celui-ci en termes de contrôle expérimental. Un autre plan expérimental qui est au moins aussi puissant mais moins pratique à faire qu'un plan ABAB, c'est le plan multiple. Donc ici, en fait, la logique du plan AB à ligne de base multiple, c'est qu'on va étudier la relation fonctionnelle en faisant varier la même variable pour différents comportements ou différentes personnes ou différents contextes. Exemple, nous avons un jeune qui émet des comportements auto-agressifs, agressifs et destruction de matériel ayant pour fonction l'échappement. Donc ce qu'on va voir, c'est est-ce que notre variable indépendante, notre traitement, va faire modifier sur chacune de ces classes de réponse, donc agression, auto-agression, destruction de matériel, en utilisant la même variable, c'est-à-dire par exemple une demande adaptée à l'échappement, demander une pause ou augmentation du taux de renforcement, quelle qu'elle soit. On veut faire diminuer les comportements d'échappement, on va voir si cette même variable peut avoir un effet sur ces différentes classes de réponse. Je vais vous montrer tout de suite après à quoi ressemble un plan à ligne de base. Ou à l'inverse, on peut faire pour le même comportement avec différentes personnes. Par exemple, dans notre classe, on a trois étudiants qui émettent les mêmes comportements d'interruption de la classe, voilà, de disruption, qui gênent l'apprentissage des autres. On va essayer de mettre une variable en place, par exemple un contrat comportemental ou une économie de jetons pour chacune de ces personnes, et on va regarder sur le même comportement, mais à travers ces 3 personnes, si le fait de mettre en place l'économie de jetons, par exemple, change le comportement de chacun d'eux. Ou à l'inverse, encore une fois, pour la même personne, pour le même comportement, à l'école, à la maison, au club de sport. Et on va étudier si notre variable, elle change à chaque fois qu'on met notre variable en place dans ces différents contextes. Donc, comme pour le plan ABAB, le plan à ligne de base multiple, c'est de démontrer la relation fonctionnelle entre une variable indépendante et son résultat sur le comportement en le répétant plusieurs fois. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, vous avez ici un plan à ligne de base multiple à travers 3 participants. Participant 1 ici, participant 2, participant 3. Vous avez le comportement en ligne de base. Et puis, à chaque fois, on implémente l'intervention. Donc, ici, intervention ici, et ici. Donc pour chaque participant, on attend à chaque fois un peu plus longtemps avant de mettre en place notre variable indépendante. Donc encore une fois, comme pour le plan ABAB, ce plan est assez puissant en termes de contrôle expérimental, puisqu'il finalement il y a très peu de chances, très peu de probabilités pour que notre comportement change de manière aussi stable et aussi importante en termes de tendance, à cause d'une variable externe, pile au même moment où on introduit notre variable indépendante. Donc ce type de plan peut être très intéressant également pour montrer l'effet d'une variable lorsqu'on a à disposition plusieurs étudiants ou plusieurs contextes ou plusieurs comportements. Voilà pour le plan à ligne de base multiple. Un autre grand type de plan qu'on peut utiliser, c'est ce qu'on appelle le multi-element design ou alternating treatment design.
Et dans ce type de plan, l'objectif, c'est d'éviter l'effet de sériation de ces effets de séquence que nous avons vu au début. Donc en effet, c'est un plan qu'on va utiliser notamment pour tout ce qui est analyse fonctionnelle expérimentale. Toutes les analyses fonctionnelles expérimentales sur le modèle d'Iwata que vous serez susceptible de faire vont appliquer un type de plan expérimental à multi-éléments. Ici, on ne change pas les variables par phase, mais on les change à chaque session. Donc voilà à quoi cela ressemble. Donc, vous pouvez le constater, ici c'est le graphique type d'une analyse fonctionnelle expérimentale avec la condition seule, condition attention, condition échappement, condition contrôle. Donc ici en session 1, on a fait passer la condition seule, en session 2, on a fait passer la condition attention, ici la condition contrôle, ici la condition échappement. L'objectif ici, c'est justement de ne pas avoir d'effet d'apprentissage en termes de session par session. Vous imaginez bien que dans une analyse fonctionnelle expérimentale, dans laquelle je rappelle le but, c'est de faire augmenter l'apparition des troubles du comportement pour voir dans quelles conditions ils augmentent le plus. Donc ici, on pourrait conclure que la fonction serait l'échappement, par exemple. Si on fait ça de manière séquencée, c'est-à-dire toutes les sessions attention, puis toutes les sessions échappement, puis toutes les sessions, la personne va apprendre encore plus qu'avant à manifester ses comportements. Donc là, on veut éviter cet effet de séquence d'apprentissage et on veut découper ces sessions en différentes, ces phases en différentes sessions. Donc, l'analyse fonctionnelle expérimentale est l'utilisation privilégiée de ce type de plan. Vous pouvez également aussi trouver certains articles où ils comparent la préférence des personnes pour tel ou tel moyen de communication. Si, par exemple, on veut étudier si l'enfant préfère communiquer avec les signes, communique préférentiellement avec les signes, avec le PEX, avec Makaton, avec le vocal, on peut très bien envisager le même type de plan où on lui donnerait par exemple accès au renforcement en jour 1 uniquement sur les signes, en jour 2 uniquement sur le PEX, et on verrait quels sont les jours pour lesquels il manifesterait le plus de demandes par exemple. Et ça démontrerait expérimentalement la préférence de la personne pour tel ou tel moyen de communication. Ça, ce sont les deux utilisations, à ma connaissance, les plus répandues de ce type de plan. Enfin, dernier type de plan que nous allons voir dans cette vidéo, qui est beaucoup moins utilisé, mais que vous devez connaître, c'est le plan à changement de critères. Donc prenons cet exemple ici, de 76, qui est l'exemple le plus connu des plans à changement de critères, où en fait l'objectif c'était pour les chercheurs de faire diminuer la consommation de cigarettes quotidienne pour un individu. Donc vous voyez qu'en ligne de base, l'individu consommait aux alentours de 50 cigarettes par jour, et en fait le changement de critère intervient en fonction de la performance de l'individu, c'est-à-dire que on met en place un traitement qui peut être n'importe lequel, hein, ici à base de renforcement des comportements incompatibles et alternatifs, mais peu importe. Et dès que la performance atteint le critère qu'on a fixé pour l'individu, donc ici par exemple 47, hop, on diminue le critère, enfin on augmente le critère d'exigence dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'il doit fumer moins, et quand le comportement est stable, on diminue encore ce critère, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre un critère final. Donc en fait, ici la condition de la changement de phase entre B et C, C et D, etc., c'est que l'individu atteigne le critère prédéfini par les chercheurs, par les expérimentateurs. Donc ça, c'est assez peu utilisé en appliqué, mais on pourrait très bien l'envisager. Moi, j'ai failli le mettre en place, notamment pour un jeune à qui on apprenait à nager la brasse correctement, où en fait, l'idée étant qu'il faisait trop de mouvements de brasse, donc il était inefficace au niveau de sa nage. Donc avec son prof de sport, on a décidé de renforcer quand il faisait moins de temps de mouvement de brasse sur une longueur de 25 mètres. Donc on pourrait très bien envisager
Je ne l'ai pas mis en place parce que c'était relativement coûteux en termes de mise en place pour le prof de sport, mais on pourrait très bien envisager que la personne, l'étudiant, aurait eu accès au renforcement uniquement en faisant moins de 40 mouvements de bras sur la longueur, puis moins de 38, puis moins de 36, et ainsi de suite, jusqu'à faire à peu près 18 mouvements de bras sur une longueur, ce qui correspond, selon le prof de sport, à un nombre adapté pour faire 25 mètres de manière efficace. Donc, dans le plan à changement de critère, chaque condition représente l'acquisition d'un critère précédent. Voilà, c'est une vidéo très rapide par rapport à tout ce qu'il y a à voir, mais dans cette vidéo, vous avez un aperçu de tous les plans expérimentaux et leur intérêt et leur puissance en termes de contrôle expérimental. Donc, je le rappelle, celui que vous allez utiliser le plus souvent dans l'appliqué, si c'est votre pratique avec les enfants avec autisme, c'est le plan AB. Paradoxalement, c'est sans doute celui qui présente le moins de puissance expérimentale, de contrôle expérimental. Mais pourquoi on l'utilise le plus souvent? Parce que c'est celui qui est le plus simple et le plus adapté en termes d'efficacité dans le milieu écologique. C'est-à-dire que il y a, par exemple, dans les plans ABAB, le fait de devoir retourner en ligne de base, bien sûr que ça démontre le contrôle expérimental, mais ce serait assez peu éthique dans un programme d'apprentissage de devoir retirer le renforcement, et même parfois cela est complètement impossible. C'est-à-dire que si vous mettez en place un apprentissage pour apprendre à un enfant à faire du vélo, à s'habiller ou tout type de chaînage par exemple, bien souvent lorsque vous retirez votre traitement à base de renforcement, l'enfant il sait toujours s'habiller, il sait toujours faire du vélo et même si vous retournez en ligne de base, vous n'allez pas avoir la performance baissée. Donc il y a un effet de toute façon de seriation qui est parfois comment dire, immuable qu'on peut pas retirer. Donc voilà pour tous ces plans expérimentaux. Je vous encourage dans la littérature à regarder quand vous lisez un article, à identifier quel plan c'est un très bon exercice de savoir critiquer les plans expérimentaux et de savoir justement aussi est-ce qu'ils ont bien maîtrisé toutes les variables parasites qu'ils pouvaient maîtriser. Donc c'est vraiment important. Dans une prochaine vidéo, je ferai un tutoriel pour vous apprendre à faire un plan AB avec Excel. Merci.